ça la vraie question. Vous allez constater que tout le temps, il y a inondation à Cotonou. La ville de Cotonou, c'est une ville dans les années 60. Il y avait, en tout cas, il y a une superficie de 69 km², dont 30% sont des bas-fonds. Cotonou, c'est la plaine côtière. 30% de la superficie de Cotonou, en 1960, était constituée de bas-fonds. Ces bas-fonds jouaient quel rôle? Ces bas-fonds jouaient le rôle tampon après les pluies. C'est-à-dire que quand il y a pluie, l'eau ruisselle vers les bas-fonds, l'eau reste dans les bas-fonds, et une partie s'infiltre pour aller alimenter la nappe phréatique, qui n'est pas profonde. L'autre partie cherche l'issue jusqu'à aller vers le lac Nokoué. Lorsque nous avons raté l'urbanisation de Cotonou en relogeant les gens dans les bas-fonds, aujourd'hui, il n'y a plus de bas-fonds à Cotonou. Tous les bas-fonds sont occupés par l'homme. Et s'il pleut, vous voulez que l'eau aille où? L'eau a son couloir naturel qui s'appelait bas-fond, qui aujourd'hui est maison. L'eau passe dans les maisons. C'est comme ça que nous avons inondation à Cotonou tous les jours. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Comment faire pour éviter l'inondation à Cotonou? C'est de restaurer les bas-fonds. J'en ai toujours dit et je continuerai à le dire. Tant qu'on ne va pas enlever les gens qui sont dans les bas-fonds, Cotonou sera toujours inondé. Vous allez creuser des collecteurs, des caniveaux, tout ce qu'on va faire là. La vraie solution, c'est de reconstituer les 30% de bas-fonds qui étaient, n'est-ce pas, sauvagement morcelés, fendus et occupés. Ça, tôt ou tard, on finira par en arriver là. C'est la seule solution. C'est la solution naturelle. Il y a un quartier, Saint-Jean-Baboulo. Saint-Jean-Baboulo, oui. Saint-Jean, derrière le bas-fond. Vous allez aujourd'hui maintenant, vous n'avez plus de bas-fond là. Mais on continue d'appeler ce quartier Saint-Jean-Baboulo. Vous comprenez? La cité Ouéhop est devant moi. On a permis ça en 86. Moi, j'étais en seconde. J'allais au nom de l'apôtre. Et ils ont dragué du sable, de la mer, pour fermer la cité Ouéhop, pour pouvoir construire la cité. C'est bien, ça a servi. Mais aujourd'hui, faites toute la cité. Tous les bâtiments sont déjà enterrés. C'est comme ça. Les bâtiments s'enlisent. Parce qu'un bas-fond, le sol n'est pas solide. C'est mouvant. Vous comprenez? C'est une bêtise humaine. Cet endroit-là, c'est pour pouvoir recueillir toutes les eaux de Védocop, les eaux de Agla qui stagnaient là. Nous avons fait une mauvaise politique d'occupation de notre espace. Et ça nous rattrape aujourd'hui par les inondations. Ce n'est pas des milliards, non. Non, ce n'est pas des milliards qu'il faut pour lutter contre les inondations en Cotonou. C'est de restaurer les bas-fonds. Et vous allez voir que, naturellement, après les pluies, l'eau ira dans les bas-fonds, une partie va s'infiltrer et l'autre partie va receler vers le lac Nokoué. Tout à l'heure, le documentaire a parlé de la vulnérabilité des pauvres, des gens qui n'ont pas de gros moyens pour aller construire, habitent le long de la berge. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, l'augmentation du volume de la mer, ces villages sont en train de partir. Je vous ai donné le cas de Djondji. Ce n'est pas pour rien que l'État construit les épis de Siakato, épis de ci, épis de ça, même le projet Waka, plusieurs milliards, c'est pour pouvoir freiner l'érosion côtière. C'est une forme d'adaptation au changement climatique. Parce que nous savons que c'est là, c'est incontournable. Le paysan qui doit semer son maïs, qui doit attendre 4 mois avant de récolter, et qui subitement se rend compte que la pluie n'est plus tombée correctement. Ce paysan qu'il faut l'aider aujourd'hui, en quoi faisant? En lui proposant des variétés de maïs à cycle court. Il y a des maïs
pour déjà en 90 jours, c'est bon à être utilisé. Voilà une forme d'adaptation au changement climatique. Les endroits où nous savons aujourd'hui qu'il y a des vents violents qui arrivent régulièrement et qui dévastent. Mais quand ces vents violents-là arrivent, ces vents violents, lorsque vous êtes en construction en matériaux définitifs, les briques tombent sur vous. Et c'est des morts. Vous êtes d'accord? Ça arrive comme ça. Comment faire pour s'adapter à ça? Vous savez, là où nous sommes là, ce bâtiment-là, quand c'était arrivé, en tout cas pour ce qui est de l'autre côté du petit côté de ce bâtiment là, moi je fais où il n'y avait pas la climatisation dedans. C'était les tôles qu'on a construites. Mais à midi, c'est 45 degrés à l'ombre. Il faisait extrêmement chaud, au point où je refusais d'aller faire tout là-bas. Je transpirais à grosses gouttes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bâtiment adapté au Bénin. Ce bâtiment-là, c'est pour les Chinois et les Japonais. Et là-bas, il fait frais. Et quand vous construisez en tôle comme ça conserve la chaleur à l'intérieur. Le recteur est allé là-bas, partenariat, ils nous ont proposé ça, on a pris. C'est bien, hein? C'est une très bonne chose. Pour nous, on est là maintenant aujourd'hui, non? On avait amené ça. Et quand ils avaient amené, il n'y avait pas la climatisation. C'est quand ils ont constaté qu'il faisait extrêmement chaud dedans qu'ils ont amené les climatiseurs pour qu'on puisse adapter. Voilà une forme d'adaptation de quelque chose que nous avons importé. Il n'y avait pas de salle de classe en tôle sur le campus. Vous comprenez? C'est une coopération qui nous a aidés à l'avoir. C'est une très bonne chose. C'est une forme d'adaptation à notre environnement. Est-ce que vous voyez? Donc, je disais que le développement qui se faisait par le passé, c'était un développement sauvage. Avoir de l'argent, le bien-être de l'homme, se nourrir, etc. Ce n'est que lorsque, comme le colonel a dit, commençons sur la terre. Ah, les prises de conscience, les écologistes ont commencé par réagir. Ah, les amis de la terre ont commencé par réagir, etc. Que les gens ont compris que nous devons revoir notre manière de nous développer. Et c'est là que le concept de développement durable est né. Un développement est durable lorsqu'il répond aux besoins d'aujourd'hui, tout en ayant à cœur les besoins des générations à venir. Et de façon mathématique, je dis aux étudiants, un développement durable, c'est un développement basé sur l'économie, le social et l'environnement. C'est un trépied. Développement basé sur l'économie, le social et l'environnement. Si vous intégrez l'environnement, pas de problème. Vous allez vivre en harmonie. Mais par le passé, comme les gens n'ont pas intégré l'environnement au développement, vous voyez les conséquences. On a rejeté beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz sont là, ces gaz participent au réchauffement de la Terre et aujourd'hui, les conséquences sont irréversibles. On dit, nous sommes tenus de nous adapter. Mais nous adapter, c'est comment faire pour que nous puissions vivre aujourd'hui, pour que les générations à venir aussi puissent avoir, n'est-ce pas, les mêmes chances que nous de vivre. Je reviens fraîchement du Burundi, où j'ai gagné une consultation de la base. J'ai fait 3 semaines là-bas. Mais c'est un pays très vert. Moi, je ne savais pas. Très vert. Je suis allé à l'intérieur du pays. Ils ne sont pas grands, ils sont 24 000 km², donc à peine le 1/5 du Bénin. Et on a dit qu'on ira au nord, on fait du travail. Je suis allé au nord, après 3 heures de route, on s'est retrouvé au nord du pays. Donc à peine 250 km au nord du Burundi. Mais la localité où on m'a déporté sans me prévenir s'appelle Gisozi. 2350 mètres d'altitude au niveau de la mer. J'ai fait comme ça, les nuages, je peux les toucher. La température était 8 degrés. 8 degrés. J'ai commencé par grelotter. Au lieu de passer une journée, après 3 heures, j'ai fui. Vous voyez, c'est un pays vert. Et il pleut 8 mois sur 12. Voilà. Dans le pays, ils ont la chance, il pleut 8 mois sur 12. La verdure, elle est partout. C'est un très beau pays. Franchement, moi j'ai aimé. Nous n'avons pas ce climat. Vous comprenez? Mais eux, ils ont ce climat. Ils produisent des pommes de terre, ils produisent du maïs, ils produisent du blé, ils produisent de l'orge, les thés, le café, j'en ai vu plein. Vous
comprenez? Les fruits, n'en parlons plus. Pastèque, papaye, tout ce qui est fruits, c'est beau là-bas. Nous n'avons pas ce climat. Voilà que nous avons besoin de l'oxygène pour respirer. Voilà que nous avons besoin de nos plantes pour nos différents usages. J'ai toujours dit, quand on parle de reboisement, l'État ne peut pas tout faire. Si chacun de nous peut mettre ne serait-ce que 2 arbres devant sa maison, toute la rue sera bête. C'est déjà un début de reboisement. Et c'est ça que les Burkinabés ont compris. Les Burkinabés, quand tu construis ta maison, tu dois y mettre de la verdure, forcément. J'ai comme l'impression que c'est une loi là-bas. Au point où tout le monde a de la verdure. Ne mettez que 2 arbres, ne serait-ce que devant votre portail. Et vous êtes 10 dans la rue. Ça fait 2 fois 10, ça fait 20. Nous devons travailler à ça. Quand on parle de reboisement, pour pouvoir avoir l'oxygène, pour absorber le gaz carbonique, tout événement qui vous marque, il faut reboiser. J'en parle toujours. Si c'est communion, plantez un arbre. Vous allez dire que cet arbre-là, c'est pour la communion. Si c'est baptême, plantez un arbre en souvenir. Non, c'est quelque chose, un événement qui vous a marqué, une naissance. Plantez un arbre en souvenir. À Gisozi, j'ai vu un arbre, et j'ai pris la photo, il est marqué, c'est un araucaria. Il a été planté en 1939. Ça fait 83 ans aujourd'hui. C'est pour la première fois que j'ai vu un arbre aussi vieux. Je ne suis pas forestier. Les forestiers sont habitués. Même moi, je suis manœuvre de craie. C'est pour la première fois que j'ai vu un arbre de cet âge. Franchement, et il tenait encore debout, robuste. Araucaria, auriculio, forbis, comme ça, pas bien cadré. Vous voyez? Donc, c'est vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, les changements climatiques sont une réalité. Nous ne pouvons rien contre. Nous avons subi. Mais il faut qu'on fasse un effort d'adaptation. Adaptation au niveau de nos ressources, adaptation au niveau de nos comportements, adaptation au niveau de tout. Il y a des endroits où, à cause des changements climatiques, à cause de l'élévation de la terre, des rivières ont tari. Un Tunisien m'a dit ça. Lui, quand il était petit, il avait une rivière ici. Et puis, mais pas quelques années, la rivière a tari complètement. La rivière a cessé de couler. Et ils sont obligés de mettre une tombe là pour dire que la vie est morte. Parce que l'eau est source de vie. Vous comprenez? C'est des manifestations des changements climatiques. L'eau n'est pas inépuisable. J'ai toujours dit ça. La ressource en eau n'est pas inépuisable. L'eau peut finir. La preuve, le lac, il y a un lac, le lac Tchad, a vu sa superficie réduite de moitié en 40 ans. Un grand lac. Voir sa superficie réduite de moitié en moins de 40 ans, parce que encombré, ensablement, l'érosion, tout ça. Or, autour de ce lac, il y a la vie. Un lac, c'est un écosystème aquatique. Non seulement vous avez des services écosystémiques, mais vous avez beaucoup de choses. Le lac vous procure. Est-ce qu'on va croiser les bras? Non, on ne va pas croiser les bras. Parce que si ce lac disparaît, c'est la vie qui va partir. C'est un peu comme au Bénin, au sud Bénin. Nous avons le lac Nokwe, 120 km de superficie. Nous avons le lac Aémé, 83 km de superficie. Nous avons le lac Toro, nous avons le lac Djetoé à Lokosa. Un peu à l'intérieur du pays, il y a le lac Azili. Mais ces lacs-là nous procurent des ressources en protéines animales. Les poissons proviennent des lacs. Les crabes, c'est des lacs. Les crevettes, c'est des lacs. Les huîtres, c'est des lacs. Les lacs servent de voies de navigation. Si nous ne les entretenons pas, si nous les transformons en poubelles, comme on le fait pour le lac Nokwe, nous allons en pâtir. C'est dommage que je n'ai pas compris quand ça a commencé, mais qu'on jette des ordures dans les cours, dans les plans d'eau, ce n'est pas possible. Ces ordures contiennent des substances dangereuses, des métaux lourds, des produits chimiques, du mercure, du cadmium, du zinc, etc. Mais le poisson ne connaît pas ça. Il est au contact de l'eau et il doit respirer. C'est la respiration branchiale. En respirant par ses branchies, il accumule ces polluants dans son corps.
sommes tenus de manger ces poissons sans analyser. Nous mangeons ces poissons, nous nous contaminons, nous nous rendons malades, nous nous intoxiquons. Voilà pourquoi déjà à 20 ans, 25 ans, on parle d'hypertension. Voilà pourquoi les cancers, on ne sait pas d'où ça commence. C'est nos comportements. Des gens, pour fumer le poisson, au lieu de mettre le bois pour fumer le poisson, on prend des lambeaux de pneus pour fumer le poisson. Oui, j'ai vu. On coupe des lambeaux de pneus pour fumer le poisson. Ces lambeaux de pneus-là, c'est du carbone. Ce carbone se dépose sur le poisson, rentre dans l'organisme du poisson et vous intoxiquez en ce carbone-là. C'est suffisamment grave. C'est dangereux ce qui se passe. Et personne n'en parle. Je crois que vous devez commencer par en parler. Vous êtes des écologistes. Vous êtes des amis de la terre. Vous êtes des protecteurs de nos ressources naturelles. Parlez-en autant que possible. Il y a une structure que j'ai approchée, il a mis M. Kabila, agent de développement de lacs, qui a commencé un travail merveilleux en janvier dernier. Le dragage du lac Aïe. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore fait. Faites un tour à Ouida, à Tchébadji, à Djondi. Les Chinois ont amené du drag qui refoule les sédiments du lac Aïe pour pouvoir conquérir de nouvelles terres. C'est-à-dire que les bas-fonds, les zones humides, les zones de prairies là, on sort le sable et on colonise là. L'avantage c'est quoi? Ça a permis aujourd'hui aux poissons de quitter la mer pour entrer dans le lac. Et des pêcheurs ont témoigné que depuis 10 ans, ils n'ont plus jamais pêché cette espèce de poisson. Parce qu'on a fait l'ouverture, en temps c'était fermé. Et ça, c'est un plus, c'est quelque chose de bien qui se fait. Malheureusement, le problème qui s'est posé à eux, qui va se poser à eux, la drague ne peut pas passer par Tézin. C'est un bateau qui doit pouvoir aller jusqu'à Goba, jusqu'à Kosukoumen, jusqu'à Tchatopa, des trucs comme ça. Comment c'est? Là où le bateau est aujourd'hui, à cause du goudron. Tout le monde connaît le goudron, non? Il va à Komen. Le bateau ne peut pas passer par là. C'est un problème. Alors que la drague devrait continuer jusque-là. Alors, ils ont dit, bon, comme nous avons à cœur de draguer les lacs du sud, le moment, quand on va finir ce qui se passe là, on remonte en mer, on va revenir par l'ancien pont, voilà, le cheval de Cotonou, voilà, la rue de Cotonou, et on va draguer. Mais même là aussi, il y aura un problème, parce qu'il y a les 3 ponts là. Un grand bateau géant va passer sur ces ponts là. Ils seront obligés, s'ils veulent continuer, d'avoir des trucs détachables, des montables qui vont transporter pour aller. Ils ont un projet d'extraire 10 millions de mètres cubes de sédiments. J'ai vu, actuellement, par rapport à l'audit qui a été fait la dernière fois, ils sont à 5 millions de mètres cubes de sortie. Déjà, les populations sont contentes. Parce que, 1, les poissons ont commencé à venir, l'écosystème a commencé à être restauré, et 2, les nouvelles terres sont conquises. Où on pourra aller construire des écoles, des centres de santé, etc. Vous voyez? Donc, je vais me résumer pour dire quoi? Que les changements climatiques sont une réalité aujourd'hui. C'est nos comportements, c'est la bêtise humaine. Dieu merci, on a commencé par prendre conscience. Mais comment faire pour ne pas vraiment être trop exposé à l'avenir? C'est nous adapter. Cette adaptation passe par le non-rejet des gaz à effet de serre. Avant Covid, il y avait même avant la crise, avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y avait un projet européen de l'Union européenne qui dit qu'en 2026, il n'y aura plus de voitures qui vont consommer de l'essence et du gasoil. Ils veulent passer aux voitures électriques. Parce qu'ils ont compris que ces voitures polluent. J'ai dit à mes amis, bon, préparez-vous avec 200 000 francs de l'achat de voitures en Afrique. De toute façon, on les connaît. Ils vont envoyer toutes ces voitures-là en Afrique. Et nous, on va bondir sur ça. Et on va acheter. Donc, c'est grave. L'Africain n'est pas conscient que le cadre de vie aujourd'hui, il faut le sauvegarder, il faut le protéger. Et nous devons remercier tous ceux-là qui nous informent à travers les conventions, à travers les opportunités, pour que nous puissions nous mettre au pas. Il y a le pape François qui a dit que la terre, c'est notre maison commune. La terre, c'est notre maison commune.
Nous sommes là aujourd'hui. La salle dans laquelle nous sommes, c'est un écosystème. L'air que je respire, c'est le même air que vous respirez. Nous partageons ça. La Terre est une maison commune. La preuve, quand il y a eu Covid, est-ce qu'il y a un pays qui a été ébahi? Tous les pays ont été contaminés. La preuve, c'est une maison commune. Et aujourd'hui, on ne peut plus vivre fermé. On doit vivre en tenant compte de ce qui se passe à côté. Le monde a évolué. Les technologies sont là. L'Afrique doit se réveiller pour pouvoir essayer, n'est-ce pas, de faire face aux effets néfastes du changement climatique. Nous ne sommes pas la base de ce qui se passe aujourd'hui. C'est eux, les grands pollueurs, mais nous subissons. Combien de quantités de gaz à effet de serre nous mettons? Combien de quantités de monoxyde de carbone de bénéfice? Combien d'usines nous avons? Non. C'est la Chine, c'est le Japon, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est eux. Mais nous subissons. Les pluies en décadence, bon, nous subissons. Les sécheresses prolongées, nous subissons. Parce que la Terre, la planète Terre est devenue une maison commune. C'est un village, pas de village planétaire aujourd'hui. Donc, mes chers amis, voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Je n'ai pas préparé de PowerPoint,